je vends ma boîte à TF1 et je reste 3 ans, sauf qu'à la fin des 3 ans, je me fais virer du jour au lendemain par mon actionnaire. Les 100 premières personnes qui me demandent de prendre un café, je dirais oui, qui vous soyez. Et le lendemain, j'avais une centaine de messages. Nous, on a eu la chance de lever 2 millions d'euros, ce qui nous a permis de tenir 3 ans. En Noël 2019, je m'enferme et je fais une liste de 100 rêves. Et le lendemain de Noël, je pars à la conquête de mon premier rêve qui était de découvrir. Il n'y a aucune bonne situation où il faut faire une agence. T'as fait ton temps, c'est trop dur, il n'y a rien qui marche, t'es en train de te niquer la santé de ton couple, à un moment, juste arrête. Moi, je veux plus un tech, je veux plus parler à un seul dev de toute ma life, je les déteste. J'ai dépoché il y a 3 mois la VP produit de chez Bumble. Si tu commences à faire ton relou, en fait, tu niques le dîner de tout le monde. Timelove, c'est cool, mais j'arrête, j'ai fait 10 dîners, j'ai rencontré que un meilleur pote. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, mec, t'es sérieux ou quoi? On fait le premier dîner, on gagne 100 balles, on est refait. On se dit, putain, 100 euros. La deuxième semaine, on gagne 125, on se dit, putain, on est refait. C'est le début de la gloire. Je pense que si tu lèves pas 10 millions, t'as aucune chance. OK, aujourd'hui, on va parler d'un mec qui a décidé de hacker la solitude moderne. Il a compris un truc simple, les gens n'ont pas besoin d'une nouvelle app, ils ont besoin de vrais moments et c'est du coup un peu à l'opposé de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors il a créé un système qui chaque semaine réunit des inconnus autour d'une table, pas pour networker, pas pour matcher, mais juste pour se rencontrer et derrière cette idée toute bête, il y a évidemment une vraie machine qu'on va creuser aujourd'hui, la partie données, matching, la logistique, le produit, évidemment le scale, l'ouverture de nouvelles villes et comment ça a été possible de partir à l'échelle aussi rapidement que ça. Maxime qui aujourd'hui est là, merci beaucoup. C'est l'entrepreneur derrière ce modèle hybride, une startup qui vit dans le monde réel, mais qui tourne comme une app mondiale. C'est vraiment une folie. Donc, on va être ici pour discuter aujourd'hui de comment ça a été créé, comment c'est possible d'avoir ce succès en si peu de temps et d'avoir réussi à ouvrir autant de villes. Bienvenue dans Open Source, le format où on ouvre les startups pour comprendre comment elles tournent de l'intérieur vraiment. Maxime, merci beaucoup d'être ici. Comment vas-tu? Très bien, super intro, content d'être là. Trop Cool. stylé. Ben, est-ce que du coup, tu peux commencer en rapide pour qu'on puisse comprendre? Pitch-nous, pitch-nous cette boîte, toi, avec tes mots, comment tu l'expliques? Comment Euh, comment ça se passe? J'ai essayé de faire mieux que toi. Je pense que tu as très bien décrit le concept. Il est assez simple, hein. On a créé une app pour réunir des gens dans des restaurants. À la base, c'était ça, le concept de réunir les gens dans des restaurants sans qu'ils ne se connaissent, sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire, de scaler la serendipity, comme on dit, si on veut faire un peu de franglais. Et donc, on a commencé comme ça il y a 2 ans à Lisbonne et à Paris. Et on a trouvé un moyen de scaler ce concept. Et on s'est aussi rendu compte que ce besoin de rencontrer les gens de manière simple et pas qu'un problème français ou portugais, mais mondial. Et donc, on a ouvert plus de 300 villes l'année dernière. Et donc, maintenant, on est dans 52 pays. Et on a aussi ouvert d'autres soirs. Donc, maintenant, TimeLeft, c'est une expérience sociale disponible du mardi au vendredi dans plein de villes à travers le monde où, en un seul clic, tu peux te retrouver à table ou à prendre un verre ou maintenant même prendre un café avec des inconnus. Ah, c'est nouveau C'est ça. la folie. OK, alors moi juste, quand j'ai fait mes recherches, j'ai creusé et du coup ça a aussi donné un peu d'infos sur ta vie d'avant et je crois que du coup tout est un peu lié. Mais est-ce que tu peux expliquer rapidement les expériences que tu as eues dans le monde de la nuit? Enfin, parce que en fait, moi mon truc c'est par quel chemin est-ce qu'on doit passer bordel, pour se retrouver à sortir, ben, une app de ce style avec ce type de projet? Est-ce que tu peux un peu expliquer, ce que tu as fait auparavant et qui t'a amené à avoir cette idée spécifique et à lancer ce projet, Ouais, précisément? si on reprend les bases, je m'appelle Max, je suis français, j'ai 40 ans. J'ai eu la chance de commencer l'entrepreneuriat assez jeune, à 18 ans, donc ça fait maintenant 22 ans, putain. Ça fait 22 ans que je crée des projets et que j'essaie de faire en sorte de créer des choses qui ont du sens. J'ai fait 7 ans dans le monde de la nuit, dans l'événementiel. Après, j'ai fait 10 ans à la tête d'un média qui s'appelait Minute Buzz, qui était un média de création de contenu en France, que j'ai vendu à TF1 en 2019. Et l'histoire de Timelab vient de mon histoire personnelle où, après avoir vendu cette boîte fin 2019, je me retrouve avec un grand vide et je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et quand tu passes de travailler tu vois, énormément à pas plus rien avoir à faire, ça te met un choc. Et on m'a donné l'idée d'aller à la conquête de mes rêves. Et donc, j'ai fait une liste de 100 rêves. Et en 2020-2021, j'ai réalisé une grande partie de mes rêves, 88, je crois, de mémoire. Et je choisis le meilleur moment parce que c'est le Covid. Moi, je suis en Australie en train de kiffer la life et mes potes sont déprimés chez eux, en train de se demander c'est quoi le sens de leur vie. Et donc, la première idée de Timelapse, c'était de connecter des gens qui ont les mêmes rêves. Donc, on a lancé cette idée-là. Inspirationnel, sympa, les gens trouvent que c'est cool. On lève 2 millions en 2021 pour essayer de scaler ce truc-là, sauf qu'en fait, les rêves, c'est sympa, mais c'est pas parce que tu rêves de faire un combat de boxe amateur et que moi aussi, qu'on va le faire ensemble, qu'on sait si on va le faire ensemble, qu'on a des trucs à se raconter, donc il y avait pas trop d'engagement dans l'app.
Et après, l'histoire de Timeless, c'est une succession de plein de pivots. On a pivoté 4 fois pendant 3 ans, on n'a pas gagné un euro. Et donc, on s'est dit, les rêves, c'est trop grand. On va essayer de motiver les gens avec des trucs à faire en ville. On s'est rendu compte que quand tu mets un homme et une femme ensemble, bah, l'homme, il va essayer de séduire la meuf, quelle que soit l'expérience. Donc, ça marchait pas. Après, on a essayé de connecter les gens avec des activités différentes à faire en ville. Et c'était compliqué de trouver quelque chose que quelqu'un veut faire en même temps, au même moment. Et donc, on s'est dit, bon, quel est le seul truc que les gens savent faire qui est, tu vois, simple, bah, c'est d'aller au restaurant. Et donc, on s'est dit, bah, dernier essai, en mai 2023, on va essayer de connecter. Et donc, l'histoire, c'est un peu ça, si je te la fais de manière très courte. Putain, OK, mais j'ai une question qui est trop importante pour moi. Qui t'a donné qui t'a donné ce Cette qui liste t'a de donné rêves. cette fabuleuse idée de te dire, «Tu sais pas quoi foutre, va essayer d'atteindre 100 rêves que tu vas te fixer»? La vraie histoire, c'est, que enfin, je sais pas si vous le savez, mais en gros, je vends ma boîte à TF1 et je reste 3 ans, sauf qu'à la fin des 3 ans, je me fais virer du jour au lendemain par mon actionnaire, par TF1. Donc, avec mon associé, on se fait débarquer, le 15 octobre 2019, sans warning, sans rien, c'est une sale histoire. Et donc là, tu te retrouves avec un énorme vide. Donc le vide a été évidemment renforcé par ce côté, soudain de la chose. Et je suis chez moi et je déprime de ouf et je reçois un message sur LinkedIn d'un mec que je cite et que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Raphaël, qui me dit: «Vas-y, j'ai appris que tu avais du temps, viens, on déjeune ensemble». Et moi, je me retrouve à faire ce que je faisais d'habitude. C'est qui ce mec? Est-ce qu'il va m'apporter quelque chose? Et je réponds pas, quoi. Je ferme mon ordinateur, là, je me retrouve chez moi tout seul. Je me dis: «Vas-y Maxime, t'es vraiment trop con, vas-y, prends ce déj, quoi». Je fais ce déj et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est quand même cool de rencontrer des gens». Et lui, il m'a dit: «Tu sais quoi? Tu devrais vraiment t'ouvrir à rencontrer d'autres gens que des, directeurs d'agence, des directeurs marketing. Juste vois des gens, tu vois? Vois des gens, en fait». Et j'ai dit: «Vas-y, tu sais quoi? Je te promo». Et j'ai fait une vidéo sur mon LinkedIn et mon Insta et j'ai dit: Les 100 premières personnes qui me demandent de prendre un café, je dirai oui, qui que vous soyez». Et le lendemain, j'avais une centaine de messages. J'ai fait: «Oui, oui, oui, oui». Et en 3 mois, j'ai vu 100 personnes autour de café. Donc moi, je les connaissais pas, eux, ils me connaissaient évidemment. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est beaucoup à avoir oublié de rêver. On est beaucoup à se demander, en fait, où on veut aller plus tard. Ce que je dis souvent, c'est qu'on fait des décisions dans la vie de choisir tel métier ou telle femme ou tel mari ou de faire ça. Et en fait, ça nous emmène 5 ou 10 ans après. Et donc ça m'a un peu remis en tête et je me suis dit: «Bah, je vais pas me morfondre et je vais pas déprimer, alors que je suis célibataire sans enfant avec un peu d'argent». Je veux dire, je suis pas à plaindre. Et donc, en Noël 2019, je m'enferme et je fais une liste de 100 rêves. Et le lendemain de Noël, je pars à la conquête de mon premier rêve qui était de découvrir l'Australie. Et Incroyable, s'en est suivi une super aventure pendant 2 ans où j'ai fait vraiment des trucs très cool et ça a été une super école de la vie pour moi. incroyable. Moi moi, j'ai Putain. moi, j'ai quand même un truc à dire par rapport à Time Left, c'est que les 2 ou 3 premières années, tu fais 0, 0, 0, c'est ça? On a gagné notre premier euro après, 3 ans et 1 mois. OK. Comment tu te sens dans cette période? Genre Mal, non, très mais mal. comment tu tiens 3 il y a un humain normalement constitué, tu vois? Il change de projet, tu vois? Comment Mais tu pas un entrepreneur. En fait, bien ce que sûr, je dis souvent, c'est que ce qui tue les boîtes, c'est le manque de manque motivation. d'argent ou le manque de motivation ou le clash entre les associés. Ouais, c'est les 3 grands trucs généralement. Ouais, Et le manque de motivation, je pense qu'il c'est vraiment le dernier des trucs. En gros, tant que tu as l'argent, tu as de l'espoir. Quand je dis quand tu as l'argent, c'est que tant que tu as l'argent pour, payer ton loyer, ton salaire et vivre un peu, bah, tu continues, quoi. Et donc nous, on a eu la chance de lever 2 millions d'euros, ce qui nous a permis de tenir 3 ans. C'est sûr que, on se payait 2 500, je crois, par mois avec mon associé, donc tu tiens 3 ans comme ça. Et donc en fait, tu vois le cash qui descend, donc c'est ça, c'est la déprime, c'était dur. Mais tu dis: «Bon voilà, il nous reste 20 mois, il nous reste 15 mois, il nous reste 12 mois, il nous reste 6 mois». Et en fait, tu testes, tu essayes, donc on a pivoté plein de fois. Et ce qui nous a sauvés sur le dernier pivot, c'est de se dire: «OK, déjà, est-ce qu'on a envie de continuer?» Parce que ça fait 3 ans qu'on galère. Moi, j'étais un peu abîmé dans mon ego d'entrepreneur où je me disais: «Bah, en fait, la dernière fois, c'était peut-être un succès. En fait, je sais pas faire du business», tu vois? Et on s'est dit: «Bon, bah, faut que les gens y payent, il faut qu'on sache faire». Et donc on a posé un peu les contraintes de ce qui ferait sens pour qu'on ait une dernière motivation à faire le truc. Et coup de chance, ça a décollé. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se sont retrouvés dans la même phase que moi il y a 2 ans et qui malheureusement ça a pas décollé. Et puis, quand il y a plus de cash, il y a plus de cash. ouais. Tu étais à combien de mois de cash avant la Bah, on avait réduit à pas grand-chose, hein, à la fin. Je crois que, en mars-avril, 2023, on avait réduit les dépenses à peut-être, 5 000 balles ou 6 000 balles par mois. Donc on devait peut-être avoir huit mois de cash devant nous, un truc comme ça. Et on s'est dit: «Bon», en fait, c'était pas vraiment une question de est-ce qu'il nous reste 8 mois ou pas, c'était qu'en fait, on était fatigués. bah, c'est normal. On avait essoré, on avait eu trois équipes dev différentes. Même nos investisseurs, ils croyaient plus en nous. Enfin, tu vois, c'était un peu chaud, quoi. Ouais, Moi, j'avais 37 à ouais. l'époque. Tu vois? Je me dis: «Bon, 37 ans, tu pas de thunes, qu'est-ce qu'on fait, quoi?»
Ouais. Non, non, c'est sûr. Mais en tout cas, gros respect d'avoir, tenu Merci. 3 ans à 0, 0, 0. Genre, c'est dans la tête, c'est bravo. Ouais, c'est un truc, on a du mal à s'imaginer comment c'est possible, enfin, tu sais, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où tout le monde est en train de courir derrière le cash flow absolument et cetera. Enfin, en tout cas, nous, du monde, duquel on vient un peu avec Kylian, qui est du coup à la base, pas celui de la start-up, mais celui du cash flow online pour essayer d'être libre et d'avoir une vie sympa. On se dit comment c'est possible de réussir à rester attaché pendant 3 ans à un truc, même à un truc qui te parle, tu vois? Mais sans Bah, faire d'argent, c'est un truc qui est dingue, quoi. je pense qu'il y a différentes typologies d'entrepreneurs, comme il y a différentes un peu typologies de personnes. Je dis souvent, il y a les entrepreneurs B2B et les entrepreneurs B2C. On n'est pas la même race. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire du B2B, et je sais que les gens du B2B, ça leur ferait peur de faire du B2C. Tu as les bootstraps, tu as les leveurs de fonds, tu as ceux qui lèvent des fonds, il y a ceux qui disent non, moi jamais je donnerai des parts, jamais je leverai des fonds. T'as ceux qui montent des agences parce qu'ils veulent du cash tout de suite, qui veulent un salaire, qui veulent des dividendes. Puis t'en as d'autres qui veulent faire une boîte qui fait 1 milliard. Donc je pense que t'as plein de typologies d'entrepreneurs. Et je pense que l'important, c'est de savoir ce qui te correspond. Je veux dire, moi j'ai des potes, ils sont obsédés par l'argent. Bon, bah leur but, c'est de faire quand ils ont monté leur boîte, ils ne se sont pas dit est-ce que je kiffe? Non, ils se sont dit cette boîte, c'est ce qui fait le plus sens en ce moment sur le marché. Le marché, il est huge, ça fait du cash, let's go, quoi. Et en gros, ils font du cash, ils sont contents. Et après, tu as des gens qui, je pense, plus comme moi, on est plus mission driven, tu vois. Je voulais un truc qui fait du sens. Je suis là pour faire le prochain Airbnb. Et donc, est-ce que sacrifier 3 ou 4 ans de ta vie pour être le prochain Airbnb, est-ce que tu dis oui? Bah, moi, sur le papier, je dis oui. 100%. Et attends, hein, quand je dis sacrifier, je mangeais pas des pâtes, je vivais pas dans un 9 mètres carrés. Il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Je vivais à Lisbonne, j'avais un peu de cash de côté, j'avais 2500 ou 3000 euros de salaire. C'était pas la rue, quoi. Donc, oui, on a gagné zéro, mais j'étais pas dans des conditions, tu vois, ridicules non plus. Enfin, Ouais. juste pour que les gens qui nous écoutent, quoi. Juste pour les gens qui nous écoutent, donc tu as fait 0, 0, 0 et là, tu as fait combien en 2 ans, 3 ans? 1re année, donc il y a ce nouveau concept, l'année dernière, on a fait 16 millions et là, on va faire 18 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ouais, 18 millions d'ARR en 2 ans. C'est incroyable. Quelle histoire de dingue. Quelle trop stylé. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait OK. d'attendre 3 ans. Ah ça, c'est Heu, mais c'est tout le sujet, c'est que toutes les personnes qui n'attendent pas assez savent pas ce qu'elles ratent derrière et exactement. les personnes qui ont fait l'effort d'attendre qui peuvent le savoir, Ouais, quoi. ouais. Ouais, 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 je pense juste qu'il faut être droit dans ses baskets et que, tu vois, il y a aussi, je vois aussi, j'ai eu 2-3 amis autour de moi, je pense, qui ont attendu trop longtemps avant de give up. Et tu sais, en fait, on dit souvent, enfin, je trouve qu'on valorise pas les gens qui give up. Et je pense que c'est OK de give up. En fait, tu fait ton temps, c'est trop dur, il y a rien qui marche, tu es en train de te niquer la santé, ton couple, à un moment, juste arrête. Enfin, je veux dire, c'est OK d'arrêter, en fait. Et ouais, je trouve que l'entrepreneur, parfois, a un côté malsain, c'est qu'il est persuadé que son idée, c'est la bonne, il veut à tout prix que ça marche. Mais il y a des idées qui marchent pas. Il y a des idées, c'est pas le bon moment. Il y a des Combien de fois on a vu sur internet des idées qui cartonnent maintenant, mais qui avaient été lancées par d'autres mecs il y a 10 ans et qu'en fait, c'était pas le bon timing, tu vois? Et donc, moi, je pense que si on avait atteint, 0 de cash et que on aurait dû faire, enfin, tu vois? Et qu'on aurait dû changer de lifestyle ou j'en sais rien, peut-être que j'aurais give up et c'est OK, en fait. Donc voilà, c'est aussi l'avantage de lever des fonds, c'est que tu peux te permettre pendant 3 ans de tester des choses sans gagner un euro, ce qui est pas le cas quand tu lèves pas, tu vois? Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais aujourd'hui, les gens, tu sais, enfin, s'ils tiennent plus d'1 mois sur un projet, c'est tu vois, c'est Ouais, mais encore une fois, tu vois, je donne l'exemple, je parlais avec un mec qui lance un concept pour aider les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Il appelle ça, le side project et je trouve que ça fait sens. Quand tu es salarié, tu veux monter ta boîte, tu as un dilemme en face de toi. C'est que, oui, tu peux poser ta dème ou prendre une rupture conventionnelle ou prendre le chômage, mais tu as un nombre de mois qui est compté. Je sais pas, imaginons tu as pas d'argent de côté, tu as un loyer, tu as, je sais pas, une femme, une famille, peu importe. Tu dis: «OK, là, j'ai le chômage pendant 1 an. Bon, bah, j'ai 12 mois pour réussir». Bah, en fait, c'est pas la même pression, tu vois? Moi, j'avais 3 ans pour réussir, j'avais un peu de cash de côté et cetera. Donc, moi, je comprends qu'il y ait des gens qui drop au bout de 6 mois parce qu'en fait, la réalité, les rattrape, tu vois? bien sûr, bien sûr, bien sûr, 100%. C'est OK. un luxe de lever des Est-ce fonds, je trouve. est-ce que, justement, je trouve que c'est intéressant, puis après on va diguer dans le produit, mais est-ce que selon toi, est-ce que le fait que tu aies pris longtemps, enfin, entre guillemets, que ça a pris du temps jusqu'à trouver, vraiment le business model, final et fonctionnel, ça relève uniquement en fait, mon point qui est curieux pour moi, c'est est-ce que selon toi, le fait que justement tu avais moins la pression parce qu'une situation qui est cohérente, a fait qu'il y a eu un peu un sujet de procrastination, de remise à demain? Est-ce que tu aurais été meilleur si tu avais moins de cash devant toi? Dans ta vision du C'est une monde? bonne question.
On me l'a déjà posé et je pense que la réponse pour moi est que quand tu lèves de l'argent et que tu as beaucoup d'argent, bah, forcément tu fais des conneries et forcément tu es plus détente. Je veux dire, c'est un fait, voilà, tu as du temps, quoi. Sauf et quand on a moins et en fait, ce qui s'est passé à la fin, au bout de 3 ans, la dernière décision, on s'est dit: «Bon gars, on n'a plus de cash, en fait, on va faire comme on veut, on n'aura pas de tech, les gens ils payent, j'en ai marre de faire une app, gratuite, ça vraiment ça me saoule de ouf» et donc on a mis nos trucs qui, par la pression de qu'on n'a plus trop le temps, en fait, je pense que c'est ça qui a affiné l'idée dans quelque chose de bien. En revanche, il nous a fallu 3 ans avant d'arriver à cette idée. C'est en fait, on n'a pas lancé une nouvelle idée, on s'est pas dit, on connecte les gens avec des rêves, le lendemain on fait un truc de voiture électrique et tu vois? C'est une succession d'idées donc quand je retrace l'histoire de Timeless sur les 3 premières années, c'est 3 années de galère et d'essais qui nous ont emmenés à se dire: «Bah, en fait, faut les gens, faut un truc qui ça tout le monde sache faire, donc on va faire du restaurant». Ça vient de l'idée d'avant. Faut pas que ça soit des rencontres, one and one, sinon ça fait dating, ça c'est l'idée d'avant. Enfin, tu vois, il y a eu un cheminement quand même, donc mine de rien, le cash qu'on a levé nous a permis d'itérer assez pour qu'on trouve la bonne idée. Ouais. D'ailleurs, il y a un point qui est assez important dans cette idée, c'est que, bah, moi, je suis un style entrepreneur qui va copier, tu vois? Je vais prendre quelque chose qui existe déjà, je vais l'améliorer, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de 98 des entrepreneurs font à peu près la même chose. Toi, tu l'as inventé cette idée. Tu avais pas de concurrents sur lesquels te dire: «Ah OK, il y a un marché». Tu as trouvé ton marché avec une idée que tu as totalement inventée ou Mmh. où il y avait des Bah, choses, en fait, c'est la V5 de l'idée de base. L'idée de base, c'était de connecter les gens autour de rêves. On a affiné les rêves, ensuite on a affiné le nombre de personnes, ensuite on a affiné quel type d'activité et à la fin du fin, on est arrivé à cette idée que il faut que ça soit le même soir parce que sinon, en fait, c'est trop compliqué. On a des gens qui veulent faire des trucs le vendredi, d'autres le samedi. Il faut que ça soit un truc que tout le monde sache faire donc avant, on faisait des avant cette idée-là, l'idée juste d'avant, c'était de connecter les gens sur des activités à faire. Donc dans l'app, tu avais du yoga, des runs, de la poterie, des trucs et on n'arrivait pas à avoir assez de gens qui veulent faire les trucs en même temps et donc c'est juste une conséquence de ce truc-là. Après, on a créé maintenant un phénomène, je le vois, il y a tellement de copycats, il y a tellement de timeleft pour ci, pour ça et donc ça, c'est cool. Je pense on a eu une idée assez novateur qui fait que, ouais, ça a bien pris, quoi. Je pense ouais, que c'est sûr que ça joue. 100. Novatrice, mais à la fois pas trop, trop early pour, pendant le covid, Ouais ça a fait quoi et pendant le covid? tu vois, quand les gens ils étaient enfermés chez eux, l'idée de base c'était de les faire rêver à nouveau et je pense que ça faisait sens. Après post-Covid, les gens ils avaient plus envie de rêver, ils revenaient dans leur vie de tous les jours. Donc tu vois, le truc est passé très vite. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé cette idée-là, on n'était pas vraiment positionné sur la solitude, etc. Et c'est vraiment en parlant avec les gens et en faisant tous ces dîners au début sur les 6 premiers mois, où en fait je me suis dit, mais attends, mais les gens ils se sentent seuls de ouf en fait. Enfin, mon père, il fait Timeleft une fois par mois. Il m'a sorti un truc, il m'a dit: «Tain, c'est quand même, dans quel monde on vit qu'on ait besoin d'une app pour faire des rencontres?» Tu vois? Je fais: «Bah, papa, ouais, en fait, maintenant, tu vois, c'est la réalité, quoi» et moi, ce qui m'a choqué au début, c'est qu'un jour, je me suis dit: «Mais attends, les gens, ils sont prêts à payer». Donc c'est pas gratuit, hein. Ils payaient, je crois, c'est 5 balles, après c'était 10 balles au début. Ils payent 10 € pour aller dans un endroit, pour rencontrer des gens dont ils ne savent strictement rien de ce qu'ils vont rencontrer. Je veux dire, c'est un gap. Je pense pas qu'il y a 10 ans, tu aurais fait ça, tu vois? On n'en était pas là il y a 10 ans. Je pense que enfin, il y a même, 15 ans, les gens, ils étaient pas prêts à monter dans des voitures avec des inconnus. Maintenant, tu vas dans un Uber et tout roule, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, il y a une vraie notion de timing dans tous les business, je pense, dans tout et comme maintenant la solitude, tout le monde en parle et que c'est un phénomène de société, qu'il y a une saturation du digital, bah, on est porté. L'année dernière, on a eu, je sais pas, peut-être 200 articles de presse à travers le monde parce qu'on est maintenant le leader de cette lutte, anti-solitude, anti, Trop stylé. OK. On rentre dans le produit. Comment se passe donc une fois qu'il y a ce dernier pivot, ce business model qui du coup se dessine, cette idée qui se profile au loin, comment se passe la partie dev? Comment ça se met en route? Comment est-ce que tu passes d'une boîte qui est quasiment à l'arrêt avec du coup 5, 6, 4 dépenses par mois pour essayer de save le cash au maximum, à une boîte que du coup tu relances pour switch une dernière fois une idée et commencer à avoir un truc, qui est fonctionnel au début? Bah, en avril 2023, donc en fait, on devait sortir l'app d'avant et avec des textes, ça se passait mal et tout. Je dis: «Bon les gars, si l'app elle sort pas le 1er mars, j'arrête tout». Elle sort le 10 mars, je l'ai dans les mains, je me dis: «Mais en fait, ça marchera jamais ce truc-là». Donc on vire tout le monde, on était 6 en tout, donc je garde mon associé et moi et je dis: «Bah, tu sais quoi? Vas-y, tout le monde dégage, on arrête tout, merci, au revoir pour vos services», voilà. Tu bossais avec des freelances? Ouais, on s'est qu'avec des freelances à l'époque. OK. Et là, on se dit: «OK», on est je crois fin mars et je dis à Adrien: «Tu sais quoi? Viens, on se donne un mois et à la fin avril, au 1er mai, on sort un truc». Donc ça, déjà, ça nous a pas mal aidé. Et ensuite, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on veut pas?» Et on s'est dit: «Moi, je veux plus un tech, je veux plus parler à un seul dev de toute ma life, je les déteste». Heu,
il me parle chinois, je comprends rien et franchement, c'est mort. Donc pas de tech. Donc je dis: «Adrien, il faut qu'on sache faire le truc». Il est un peu geeky, mon associé, donc tu sais, il sait faire un peu des trucs, il fait un peu d'Ads, un peu de Figma, un peu de Typeform et tout, bon. Et je dis, troisième truc, je dis, faut qu'on gagne de l'oseille, mec. Enfin, je veux dire, à un moment, faut qu'on gagne de l'oseille, quoi. Donc là, il n'y a pas de freemium, il n'y a pas de tu télécharges l'app et on verra plus tard. Ils payent direct. Et donc, on a lancé TimeLeft en mai avec un Typeform, un lien Stripe et moi qui gérais le WhatsApp et on faisait le matching sur ChatGPT. Donc, je peux pas te dire mieux que c'était bootstrappé à mort. On fait le premier dîner, on gagne 100 balles, on est refait. On se dit putain 100 euros. Le deuxième week-end, la deuxième semaine, on gagne 125. On se dit putain, on est refait. C'est le début de la gloire. Et Incroyable. après, petit à petit, on a commencé à se dire, ok, bon, bah là, à un moment, quand tu avais 200 personnes à gérer par mercredi, ça devenait compliqué pour moi. J'ouvrais mon WhatsApp, j'avais 200 messages et tout, c'était ingérable. On se dit, bon, là, on va faire du low-code, on va faire un petit truc. Et on a rajouté des briques tech au fur et à mesure pour répondre des vrais besoins. Alors qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait une app, tu vois, on voulait l'app parfaite, on lançait l'app, il n'y a rien qui marchait ou personne n'en voulait. Là, on a fait dans le bon sens, je trouve. Et on a fait du low-code jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et donc, on a quitté le low-code il y a 1 an. Ouais, Et maintenant, on a une vraie équipe tech. Et maintenant, j'ai enterré l'âge de guerre avec les devs. OK. Et qu'est-ce que tu en penses du low-code? Parce que Hem, avis? c'est comme le Lovable, je pense que c'est très bien pour commencer. Je recommande de commencer tout projet après ça dépend les types de projets évidemment, tu fais du timelapse, ça fait sens. Demain, tu vas faire un truc de cybersecurity ou un truc très tech, je pense pas que tu peux faire du low code, mais pour la plupart des projets, je pense que le low code est très bien, ça permet d'aller très vite. La seule complexité, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu veux changer, bah, tu as une petite dette technique, quoi. C'est pas smooth. Tu vois, cette année, on a mis quasiment 9 mois pour quitter cette dette technique et tout changer, donc Énorme. il y a un petit trade-off qui est relou, mais je regrette pas du tout, quoi. Enfin, je veux OK. dire, tu as envie d'aller vite au démarrage, tu as envie de ça te coûte pas cher et donc le low-code, est quand même très bien pour ça. Ouais, ouais. Et jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires par mois, c'est ça? Ouais. OK. On Et avait, quand on a quitté le low-code, on avait, ouais, 250 villes, 70 salariés, 1 million de chiffre d'affaires par mois, donc on l'a poussé pas mal. mais ça tenait? Bah, ouais, ouais, ça tenait, sauf qu'à un moment donné, mon CTO qui est plus là, que j'ai remplacé, mais qui m'a dit à un moment, il m'a dit: «Mec, je suis désolé, on arrive au max, c'est-à-dire que si je touche un truc, il y a tout qui pète» et il m'a dit: «Je suis désolé, je peux plus rien toucher, on peut plus toucher». Il y avait tellement de trucs rafistolés, des bouts de code dans le low code qui connectaient des trucs, des machins et donc la problématique, soit ça a été mal codé au début, mais je pense pas, c'est juste que c'était un Frankenstein, par design et quand on a voulu refaire de la tech dessus, bah, on s'est retrouvé avec un nid d'abeilles, quoi. C'était ultra compliqué de savoir qu'est-ce qui était connecté à quoi et donc ça nous a mis 9 mois à faire la transition et OK. maintenant on est sur du React Native, un truc un peu plus solide. OK. Bah, un tout petit peu plus solide. Ouais. Ouais, mais bon, maintenant j'ai 15 devs, j'ai un site, tu vois, j'ai un head of engineering, on est devenu une vraie boîte. Ouais, ouais. Mais alors du coup, quand ça commence là, juste pour qu'on puisse comprendre, hein, toi c'est quoi? Donc les gens payent combien? Donc toi au début tu reçois des WhatsApp? Ou non, où il y a un Typeform qui est Non, opt-in, toi tu On les a un petit prends, tu site, schedules? on a un petit site, un Typeform et en gros, on dit: «Fais un test de personnalité» et à la fin du test de personnalité, si tu veux participer, tu payes au début, c'était 5 euros. Donc tu payes 5 euros avec un lien Stripe. Moi, j'ai ton paiement et le mercredi, j'attends que tous les gens qui veulent faire le dîner et je les mettais dans l'algorithme qu'on avait créé de ChatGPT qui disait: «Bah, en fonction des gens qui veulent participer, Alexis et Kylian et Max, tu les mets ensemble» et voilà. On s'assurait qu'il y ait au moins 3 meufs, 3 mecs, que les gens aient le même âge. Mais bon, au début, on n'avait pas grand monde, hein. Quand tu as 100 personnes, le matching, il est vite vu, hein. Tu fais, tu vois? Et en fait, on s'est rendu compte que le matching, c'est important, mais pas tant que ça. En fait, les gens, ils sont quand même très sociaux et donc ils ont envie de faire des rencontres, donc c'est assez cool. On a facturé 5 euros, on est à Lisbonne. Après, on s'est dit: «Bon, bah, 5 euros, c'est cool, mais si tu veux, on gagnait 1 000 € par mois, donc on n'allait pas aller loin». On s'est dit: «Bah, on va voir Paris» et en ouvrant Paris, on s'est dit: «Bon, on va monter à 9 euros le prix du ticket». Et on s'est dit: «On va le monter à Lisbonne aussi». On a qu'à monter à 9. On a monté à 10, à 15 pardon, on a monté à 15, on dit: «Ça passe toujours» et ce qui a changé le game, c'est qu'en début 2024, on a commencé à mettre l'abonnement à 20 euros pour que les gens s'abonnent et puissent, booker autant de fois qu'ils veulent et passer sur du recurring business et après ce qui a complètement changé la donne, c'est qu'en début 2024, on s'est rendu compte qu'on pouvait lancer des villes sans y être Ah ouais, bah, ça c'est fou ça. Ouais. et que le produit marchait partout aussi. Ouais. C'est rare ça, OK, hein. énorme. C'est rare. Comment, ouais putain, c'est rare ça. C'est rare les business où tu peux ouvrir, 300 villes, Ouais, on a ouvert, une ville tous les jours pendant 1 an l'année dernière, non-stop, mmh, de la Chine, à la Thaïlande, aux US, à Chicago, Bogota, Pérou, enfin dans toutes les villes du monde.
Après, on est redescendu un peu parce qu'on n'a pas les moyens de subvenir autant de villes. Mais ouais, Sincèrement. maintenant, on est dans 52 pays. On a lancé l'Inde qui a bien marché il y a quelques mois. Mmh. Mais OK. on est littéralement partout. Enfin, tu vas sur timeleft.com, tu cliques choisir la ville, tu vois le nombre de villes qu'on a, c'est assez ouf. Tu fermé ma ville, C'était quoi ta ville? Tallinn. Tallinn, Moi, OK. si tu veux savoir, mon use case, c'était que moi, c'était pas forcément parce que je me sentais seul et tout, c'est que moi, j'avais besoin de pratiquer mon anglais, tu vois? Donc j'ai utilisé Tablette pour, pratiquer mon anglais, tu vois? Je sais pas si tu as ce use case en tête, mais Ah ouais, on a Susquez, mais il est un peu problématique parce qu'en gros, on a eu 2-3 fois des Français qui sont venus me voir, on dit: «Ouais, moi je choisis anglais» et en fait, il y a pas mal de Français qui choisissent anglais pour améliorer leur anglais, mais comme c'est des Français, en fait, ils se retrouvent matchés ensemble et donc parfois, tu as 6 Français qui veulent parler anglais, ils se retrouvent à la même table. Ils sont un peu dégoûtés. Et la vraie truc, c'est que les expats sont pas super, ils kiffent pas des masses que tu aies des gens qui sont là pour apprendre l'anglais parce qu'en fait, le niveau de la conversation, il descend un peu vers le bas, tu vois? Il ouais. downgrade, bien sûr. Ouais. Mais il y a plein de Ah, use je te re cases. On te demande pas, mais on estime qu'il y a au moins, tu vois, 75 des gens qui sont célibataires. On a pas mal de gens en couple maintenant et mariés parce qu'en fait, tu as la fonction, Bring a plus one, donc tu peux venir avec ta femme. On a du 20 à 82 ans, dans toutes les cultures. Au Japon, ça marche bien. Taipei, c'est la deuxième plus grosse ville de Timeleft. Au Japon, ça fonctionne? Ah Ouais, ouais. Putain, c'est fou. ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'en gros, si tu réfléchis, le concept, c'est le même, mais les règles comment dire? C'est pas les règles du jeu, mais en fait, tu vas jouer à un jeu social, tu vas aller dans un endroit et tu vas rencontrer des gens. Mais quand tu vas moi, je l'ai fait dans 10 villes, Timeleft. Je l'ai fait à Tokyo d'ailleurs. Quand tu vas à Tokyo et que tu fais le dîner Time Left, c'est un restaurant japonais avec des expats. Et donc, si tu veux, par définition, c'est localisé le concept. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je l'ai fait où? Je l'ai fait à Los Angeles, je l'ai fait à New York. Bah, c'est pareil, tu es dans des restaurants de la ville avec des gens de la ville. Et donc, il s'adapte par lui-même, le produit. C'est ça qui est assez ouf. Ouais, mais ça demande quand même, une, heu, une sortie de zone de confort pour beaucoup de monde, tu vois? Ouais, ouais, on pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore atteint tout le monde, mais c'est en train de se démocratiser un peu. Après, on fait beaucoup de marketing justement pour éduquer les gens et pour leur dire que oui, quand tu fais ton premier dîner Time tout le monde est stressé. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc que tu fais, que tu as l'habitude de Mais faire. c'est pour ça que je dis, au Japon, ça m'étonne parce que les Japonais, tu sais, ils sont très, Ouais, mais mec, C'est de l'expat souvent du coup, a priori. l'année ouais. dernière, on a lancé l'Espagne, on s'est dit, bon, ça va marcher parce que le Portugal, ça marche. Après, on s'est dit, bon, le Brésil, on sait pas trop, ça a marché. Après, on a laissé les US, plus gros carton, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires maintenant. Après, on a lancé en Allemagne, les Allemands, ils nous ont dit, ouais, ça marchera jamais, on est fermé, ça cartonne. Après, on est allé au Japon, on a dit, les Japonais, ça marchera pas, ça marche très fort. Enfin, je veux dire, c'est un besoin qui est vraiment universel, hein. On parle vraiment je pense que quelle que soit ta culture, au fond de toi, tu as besoin de sociabiliser avec des gens. Enfin, c'est un besoin humain, quoi. Je veux dire, on est un animal social. T'enfermer derrière un écran toute la journée, que tu sois japonais, allemand, italien ou whatever, à la fin de ta journée, tu vas te sentir pas très bien si t'as pas adressé la parole à un humain, quoi. 100. Moi, du coup, je me pose une question sur la partie je t'avoue que j'ai jamais, use l'app et du coup, c'est d'autant plus intéressant pour moi que je puisse capter comment ça fonctionne. Mais tu vois, je me dis, effectivement, puis en plus, moi, je vais entreprendre dans un do enfin, moi, j'ai une boîte dans la vente, tu vois? Donc je comprends très bien les challenges de sortir de sa zone de confort, briser la barrière sociale, discuter avec des personnes que tu connais pas et tout. J'imagine que du coup, évidemment, beaucoup de personnes doivent être stressées avant le premier repas. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis des choses en place sur la partie onboarding, sur les premiers repas, des questions types à poser? Enfin, comment est-ce que vous avez essayé de rendre le produit plus smooth pour une personne qui fait son premier repas, histoire qu'elle ait la meilleure expérience possible et du coup qu'elle a envie de rester, revenir et Hem, de refaire? déjà, il y a un test de personnalité, donc quand tu crées ton compte, tu remplis entre 40 et 50 questions, qui sont là pour apprendre à te connaître. Donc déjà, il y a une sensation, tu te dis: «Ah, en fait, tu vois, il me pose des questions, il cherche à qui je suis». Il y a l'algorithme qui joue son jeu. On a un algorithme qu'on a créé depuis 2 ans et qu'on améliore chaque mois, qui permet de mieux connecter les gens. Donc les gens se disent: «Bon, il y a un algorithme qui est là, ça va pas être random» et c'est vrai, c'est pas random, on met pas des gens random, on s'assure qu'il y ait les mêmes âges, les mêmes langues et qu'on met des extravertis, des introvertis, donc il y a un peu de taf, donc ça les rassure. Et après, ils sont tous stress et c'est la magie de ta meuf, tu verras, quand tu t'assois, au bout de 15 minutes, 20 minutes, bah, en fait, personne te veut du mal, juste c'est un dîner, tu sais faire, c'est commander au restaurant, tu sais faire, c'est parler à des gens, tu sais faire et c'est ça que je trouve, pour l'avoir fait plein de fois, qui est cette phase, ce aha moment où en fait, le mec, il s'assoit, il fait: «Salut, moi, c'est Max». «Ah bah, salut, moi, c'est Alexis».
OK, bah, salut, cool. Enfin, tu vois? Voilà, ça y est, fin de l'histoire, ça y est, tu engagé la conversation, c'est parti, quoi. Ouais, C'est un truc qu'on a du mal à faire, comment dire? C'est si tu veux, je te dis, «Vas-y, va faire des potes», donc toi, par toi-même, aller tout seul dans un bar demain soir et aller parler aux gens, c'est super flippant, tu vois? Je veux dire, la rejection, les gens, ils vont trop mal te regarder, tu vois? Là, Timeless, c'est pas la même chose. Dis-toi que c'est une table où les gens, ils ont aussi payé comme toi pour aller à la même table que toi dans le but de te parler à toi. Ils sont là pour apprendre à te connaître et réciproquement et donc en fait, ça change complètement la dynamique et c'est ça, la magie de Timeleft. Ultra clair. Je voulais savoir comment ça se passe sur la partie B2B, comment sont bookés les restos, qui les choisit? Est-ce qu'il y a un deal de ce côté? Est-ce que les restos vous payent pour avoir accès, à des tables bookées aussi? Comment se passe, toute la partie, Non, non, on demande zéro au restaurant. Pour l'instant, on fait de la croissance sur la partie user, donc non, non, on fait rien au restaurant parce qu'en fait, on préfère être pote avec eux, leur apporter un truc très sympa qui est, en gros, je te book, 1, 2 ou 3 tables de 6 chaque mercredi ou mardi ou whatever. Donc nous, on est vraiment un matchmaker, c'est-à-dire que nous, la valeur de Timeless, c'est que tu vas payer pour qu'on te trouve des gens qui ont envie de te rencontrer toi au même moment dans la même ville. Ensuite, on gère toute la logistique. Donc nous, on boucle les restaurants, mais cette partie-là, elle est très simple. Enfin, elle est très simple. hop, Tout est relatif. Pour donner un ordre d'idée, le mercredi, on a 30 000 inconnus qui dînent ensemble dans 2 500 restaurants à travers le monde dans la même soirée. Donc, on a quand même un peu de taf. Mais avec les restaurants, ça se passe très bien parce qu'on n'a rien à leur vendre, en fait. Imagine, je t'appelle, je te dis: «Salut, est-ce que je peux t'envoyer 12 personnes pour dîner?» Zéro. Je te demande zéro. Bah, let's go. mais attends, tu as quelqu'un qui appelle les restos tu bookes 30 sur 30 000 personnes, ça fait combien de restos à booker? Tu bookes combien de 2500 restaurants. 2005? OK, tu bookes 2 500 restaurants tous les Ça mercredis, fait à c'est ça? peu près, ouais, on met à peu près 1 à 2 tables de 6 par restaurant. OK. OK, OK et Ouais, on a construit après en fait, ce qu'on s'est rendu compte très tôt et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de copycats qui sont en train de mourir, c'est que le concept est simple et si tu veux, tu peux créer demain un app ou un site, tu fais ce que j'ai fait au début, hein, ça coûte rien. Par contre, ce qui coûte de l'argent et qui est très compliqué, c'est le back office. Donc on a créé notre propre back office il y a 2 ans, ah ouais, on a amélioré et qui nous permet de gérer ça parce que c'est la gestion de la dimension in real life qui est dure. Quand les mecs, ils annulent au dernier moment, quand les mecs, ils veulent changer de restaurant au dernier moment, quand le restaurant, il t'appelle 2 heures avant et qui dit: «En fait, désolé, on annule votre réservation». C'est tous ces aléas qu'on a réussi maintenant à automatiser ou en tout cas à rendre plus dynamique, qu'en fait, que le mec qui gère les restaurants. Donc on a une quarantaine de personnes, dans la partie ops, qui gèrent tous les restaurants à travers le monde et ils ont plein d'outils maintenant, qui leur permettent d'être beaucoup plus efficients. Quand on a commencé, un experience manager qu'on appelle chez nous les experience managers qui gèrent les restaurants, ils pouvaient gérer une ville. Après, ils pouvaient gérer un pays et maintenant ils sont 40 et ils gèrent 52 pays, 200 villes. Enfin, tu vois, on est vachement optimisé, hein, maintenant. OK. Une personne peut book, c'est quoi ton moyenne, de Bah, les chiffres, j'ai plus les chiffres précis, mais on a plus de 150 000 mecs qui se voient par mois à travers nos restaurants et les bars. On est dans 52 pays, 200 et quelques villes et on a 40 personnes pour gérer ça. putain, c'est fou, hein. OK et tu peux parler de ce back office ou pas? Comment ça fonctionne, Bah, c'est un back-office propriétaire qu'on a développé, au fur et à mesure, qui au fur et à mesure répondait aux problématiques qu'on avait. Ça prenait trop de temps à faire, ça c'était trop chronophage, on avait du mal à gérer les no-shows, on avait du mal à gérer les cancellations et tous ces trucs-là. Donc, on a développé notre propre back-office qu'on appelle le Timeless Operating System, et qui est développé pour faire exactement ça, gérer des énormes flux de personnes qu'il faut ensuite, faire s'asseoir dans des tables ou dans des bars. et d'ailleurs toute la valeur du business, ça Elle est scale là. grâce à ça? Ouais, Sans ouais, la valeur du business, c'est ça. C'est vraiment ça. En gros, quand on a lancé Timeless, on a eu des gens qui nous ont copiés dans tous les sens. Ils sont tous morts quasiment parce que, en fait, faire, de la pub et avoir 100 personnes qui veulent dîner ensemble, c'est facile. Enfin, je veux dire, demain, toi, tu le fais et gérer, donc tu as 100 personnes, allez, ça va te faire, 15 restaurants. Tu les gères les 15 restaurants, tu les appelles et tout. Passer de 100 à 1000, bon, déjà, c'est un gap, tu vois? Passer de 100 à 1000 et maintenant passer de 1000 à 10 000 dans 10 villes différentes, c'est un autre gap. Et là, pour te donner un ordre d'idée, on est maintenant à 30 000 dans 200 villes et donc l'enjeu, il a été là et on l'a tout de suite vu. Si tu veux enfin, de toute façon, on a été obligé, on a scalé tellement fort l'année dernière qu'on était obligé de faire ça, mais la vraie valeur de Timeleft, elle est dans son back office. C'est la partie immergée de l'iceberg, la valeur de Timeleft. C'est ouais, pas, oui, on a une super marque et on fait des trucs cool et tout, mais on est une boîte tech, on a 15 devs qui bossent en permanence sur ce back office. ouais, sûr. 100. OK, trop stylé. Tu me partageais évidemment qu'il y avait un challenge quand c'était de la rencontre one to one avec les meufs et les gars. Comment tu fais en sorte que
Moi, j'imagine, tu vois, j'imagine une table avec, du coup, un truc assez mixte, 3 meufs, 3 gars. Il y en a qui se plaisent, il y a des mecs qui essaient de draguer des meufs. Comment est-ce qu'on fait pour que ça reste, cohérent, que ça que ça soit un peu anti-dating, quoi, en réalité? Bah, en fait, de mettre déjà le fait que ça soit une table de 6 dans un restaurant, déjà, ça atténue quand même le dating. C'est-à-dire, tu peux être un mec, chaud et tu envie de draguer la meuf qui est en face de toi, tu peux, mais bon, tu es quand même à une table, il y a des gens autour de toi, c'est pas, tu vois? Donc ça a cassé un peu le côté dating. Le côté que ça soit dans un restaurant aussi, ça rend l'expérience un peu plus safe. C'est pas un dîner chez des inconnus, c'était dans un restaurant, c'est un lieu public, tu vois? Donc ça, c'est assez cool. Et après, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que je pense qu'il faut pas combattre le dating au sens, essayer de le mettre à zéro. Je pense que tout le monde drague. Enfin, je veux dire, moi, ma découverte que j'ai fait après avoir rencontré plus de 500 personnes, incognito dans les dîners de j'en ai fait 75 des dîners, c'est que tout le monde drague. Enfin, je veux dire, les meufs aussi, c'est juste que les meufs sont plus, délicates, sont moins directes. Mais toute personne moi, je pense vraiment que toute personne célibataire, au fond d'elle, s'il y a une nana ou enfin un mec, quelqu'un du sexe opposé qui est séduisant, ils vont essayer de voir s'il y a moyen. Quand j'ai fait mon étude, il y avait un truc qui était assez intéressant, et assez révélateur, c'est que quand on demandait aux hommes, pourquoi ils étaient là, ils disaient: «Bah, moi, c'est simple, je veux la meuf, quoi», tu vois? Je suis en mode, je suis un mec, je suis binaire, quoi. Je suis là pour draguer. Si les 3 meufs m'intéressent pas, bah, j'arrête de les draguer et je passe à autre chose. Mais les femmes, c'est plus subtil. Moi, je suis là pour faire des rencontres. Et elles disaient: «Ah OK, des rencontres». Mais en fait, quand tu creuses un peu, elles disaient: «Mais si par hasard, il y a un mec mignon, je veux bien être ouvert à changer et à être dans la séduction». Donc en fait, je pense que tu peux pas casser ce mécanisme-là, qui a été complètement, extrapolé par les apps de dating. Mais chez Timeless, ouais, on a eu, un faire-part, il y a le mois dernier d'un couple qui s'est rencontrés il y a 7 mois, ils se marient là. Bah, très bien, tu vois? On est content pour eux. Je pense qu'on a fait plein de couples à Time Life. J'ai vu une fois une meuf qui fait son premier dîner Time Life, c'est l'année dernière, ça m'avait marqué, elle m'avait écrit à moi sur LinkedIn. Elle me dit: «Ouais, ton concept, il est génial, j'ai rencontré l'homme de ma vie, au premier dîner, on se quitte plus et tout», tu vois? J'ai dit: «Ah bah, trop bien». Elle vient 3 mois après, elle fait: «Bon, mais en fait, c'était pas l'homme de ma vie, je vais recommencer Time Life». Et je dis: «Bon» et donc nous, ce qu'on crée, c'est des rencontres. Après, oui, il y a la drague, oui, il y a des gens qui cherchent à faire du business, oui, il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui sont lourds. Moi, j'en ai fait 70 des dîners, j'ai eu 3 dîners où franchement, j'étais là: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» Et je te le dis, je suis le fondateur de Lab. La mayonnaise, elle prend pas, c'est pas sympa, il y a un mec qui parle trop, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la vie. C'est comme l'autre fois, il y a un truc qui m'a marqué. Il y a un mec qui dit, «Timelapse, c'est cool, mais j'arrête, j'ai fait 10 dîners, j'ai rencontré que un meilleur pote». Et dans ma tête, je me dis: «Mais attends mec, tu sérieux ou quoi? Genre, tu rencontré un meilleur pote en 10 dîners et tu trouves que tu as perdu ton temps? Mais attends là, ça va pas». Ce que je veux dire, c'est que quelle est la valeur de trouver un super pote? Elle est incroyable la valeur de trouver un super pote. Mais mec, Le ratio, il est si bon, tous les 10 dîners, tu trouves un super pote, mais laisse tomber, vas-y, enchaîne les dîners jusqu'à la fin de ta life. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était marrant parce que et c'est un truc qui est bizarre d'ailleurs, parce que dans les apps de dating, il y a pas ça. Tu vois, tu fais 10 mauvaises dates, tu continues à utiliser l'app de rencontre, tu enchaînes. Tu dis: «Bon, au bout d'un moment, de toute façon, je vais trouver la nana», tu vois? Alors que les gens sur l'amitié ou je sais pas, ils jugent pas pareil. Il y a un truc bizarre là-dedans que j'arrive pas ouais. à comprendre encore. Ça, c'est gaulerie, est-ce que tu es capable de parce qu'en plus, bon, du coup, les algos essayent de créer des tables, à la fois hétérogènes et homogènes, du coup, pour qu'il y ait de la Ouais. discussion, mais qu'à la fois, tout le monde puisse aussi apprendre et découvrir de chacun. Est-ce que toi, du coup, en ayant fait, 75 repas, tu es capable comme ça de dresser un petit peu un portrait robot des profils average qu'il y a autour? En gros, globalement, pour qu'on puisse capter, ça ressemble à quoi une table, time left, en gros? La réponse que je donne à ces questions, c'est si je te disais, tu déjà joué au foot? Vous Ouais. avez déjà joué au foot tous les 2. OK. C'est quoi les profils idéal pour que tu fasses un bon match de foot? Tu vas me dire: «Bah, il faut un peu de ci, il faut un peu de ça». Tu es d'accord que tu as aucune garantie que le match va bien se passer? Ouais. Parce qu'en fait, la psychologie d'un groupe, elle est plus différente que «il faut ci» ou «il faut ça». En fait, ce qu'il faut à la base de la base, il faut des gens qui ont envie que ça se passe bien. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux, dire: «Il faut absolument des meufs et des mecs, le même âge, le truc, le machin». Mais si à la base, les gens ont pas envie que ça se passe bien, ça se passera pas bien. Et le deuxième truc qui est super important, il dit que c'est que la qualité de ton dîner, ça va passer par toi. C'est ta capacité, toi, à faire en sorte que le dîner se passe bien. Tu peux pas juste arriver à être spectateur. Tu parles beaucoup, tu le sais, bah mec, si tu veux que le dîner soit bien, apprends à moins parler. Il y a un mec, il est désagréable, c'est ton devoir de faire en sorte de lui dire, mec, là, t'es désagréable, tu casses les couilles.
En fait, c'est ta capacité à jouer en équipe. Et donc, tu peux mettre les meilleurs joueurs du monde ensemble. S'ils n'ont pas envie que ça se passe bien, bah, le dîner ne se passera pas bien. Et donc, le truc sur lequel on travaille avec Timeleft maintenant, c'est de voir comment on peut éduquer les gens, comment on peut sensibiliser les gens à comprendre ça. Il y a des gens, moi j'en ai vu ça dans des dîners, ils pensent que c'est un show, quoi. Qu'en gros, ils sont au cinéma et qu'ils sont là pour que, tu vois, kiffer Il y a l'expérience. Mais personne mec, qui est chaud. Enfin, ouais, mais tu fais partie de l'expérience. C'est ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est pas un cinéma, c'est pas un festival, c'est t'es l'expérience. En fait, vous êtes 6, vous êtes une équipe. Si tu commences à faire ton relou, en fait, tu niques le dîner de tout le monde. Et tout le monde doit comprendre ça. Et donc, le truc sur lequel on travaille, c'est vraiment ça, de faire comprendre aux gens que un bon dîner, ça passe par eux d'abord. ouais, OK. Trop stylé. L'un des trucs les plus dingues, qu'on a commencé à évoquer, c'est la facilité avec laquelle tu as dupliqué ça dans plein de villes et dans plein de pays. Est-ce que ça je trouve que c'est vraiment ultra stylé. Est-ce que tu as un cahier des charges, tu as un plan d'action spécifique? Comment est-ce que tu as dupliqué aussi vite? Quelles étaient les actions? Comment ça se passait? Comment ça a été aussi fluide que ça? Enfin, ouvrir une ville par jour, bordel, pendant 1 an. Comment c'est faisable? Hem, Bah, c'est faisable à partir du moment où déjà tu es capable d'ouvrir une ville, sans y être. Donc déjà, ça change la donne. Que c'est un modèle light, on n'a pas besoin d'avoir des commerciaux, on n'a pas besoin de c'est pas du B2B, tu as pas besoin de tu vois? C'est juste, tu fais des ads, tu as des gens qui ont envie de faire un dîner, tu as des participants, tu appelles les restaurants, tu envoies les gens dans les restaurants. Je veux dire, oui, at scale, ça devient compliqué, mais au début, c'était assez facile de dupliquer ça. Et non, ce qui a permis de faire ça, c'est qu'on a été choqués à quel point on faisait des as dans toutes les villes et ça cartonnait dans toutes les villes. Enfin, je veux dire, dans toutes les villes. C'est pas on a lancé l'Europe et on s'est pris un mur en allant aux US ou en Asie. On a ouvert l'Asie, on s'est dit, mais attends, c'est ouf. Et donc, c'est ça qui nous a aidés. Bon timing, le concept sympa, facile à développer, facile à scaler et universel. C'est ça la recette, je pense. Tu penses que vous êtes super chaud en ads ou c'est le concept qui joue beaucoup, On est super chaud en as. Mon associé, c'est un tueur. Enfin, on devient de plus en plus une boîte tech avec un produit fort, etc. Mais à la base, mon associé a une compétence en performance marketing qui fait que oui, ça a extrêmement joué, c'est sûr. Mmh. OK. Et on a levé des fonds aussi, il faut pas l'oublier, tu vois, on lève des fonds. Il faut aussi des moyens, tu vois. Des fois, enfin, j'ai vu là, il y a pas longtemps, un copie qui lève un demi-million, mais je lui dis, mais mec, avec un demi-million, tu iras nulle part, en fait. Enfin, je veux dire, et Timeless, c'est une boîte, ça coûte cher, en fait, de faire un Timeless. Dans la tête des gens, tu vois, ils se disent: «Oh, c'est facile, tu fais des ads, tu as des tickets, ça coûte 20 €, ils doivent gagner 18 €, ils payent pas le resto. Putain, le business model, il est canon!» Mec, on est 100 salariés, enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense que lancer un Timeless maintenant, c'est compliqué si tu lèves pas au moins, je sais pas, je dirais entre 5 et 10 millions, quoi. Mmh. Tu peux OK. disclose ça, combien vous avez levé ou pas? Non, j'en disclose pas. Tu levé quand? Tu refait une deuxième levée après les Ouais, 2 il plusieurs levées, ouais. OK, ça marche. Mais je disclose pas parce que ça apporte pas de valeur et puis surtout, c'est que la mauvaise Non, parce qu'en presse, fait, genre, généralement. ça coûte cher, yes, mais qu'on a un ordre d'idée de à quel point ça coûte cher, tu vois? Bah, je pense que si tu lèves pas 10 millions, tu aucune chance. OK. Sur tes ads, tu rentable en général, les gens qui viennent des ads, ils prennent ticket c'est ticket? Maintenant, on a que de l'abonnement, on a fermé on a enlevé tous les tickets. Ah! Il y a que les OK. US, mais ça va passer pour bientôt. On est 100 abonnement maintenant. OK, d'accord et tu rentable au bout de combien d'abonnements c'est quoi ton coût d'acquisition? Ce que je peux te dire, c'est que généralement, on paie back les cohortes au bout de 5 6 mois. OK, OK et Pas les gens clair. restent abonnés en Mais on moyenne? dépense beaucoup, hein, maintenant. On fait 1 million d'euros d'ads par mois quand même, hein. Ah oui, mais ça va vite en fait dans 200 villes. Ouais, Ça ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, 1 000 000 en France, ça serait pas la même chose, hein, on est d'accord, mais oui, bien sûr, tu mets la moitié aux US et après la moitié divisée par 40 pays, donc oui. Mais ça reste un challenge parce qu'on a 18 langues, on produit 5 000 ads par mois à peu près, donc 5 ouais, 000 ouais, ads ouais, par c'est mois de ouais, nouvelles productions? Tu es ouais. obligé de faire des créatives, bien sûr. Ouais. On doit avoir, je pense, on a calculé le mois dernier, on est à peu près à 500 créatifs qui produisent, ouais, 5 000 ads, un truc comme ça, donc faut envoyer, tu sais, il y a la creative fatigue, donc non, non, ouais, on a 15 personnes au marketing maintenant. OK et les créatifs, tu les fais en interne ou tu passes par des On fait agences? pour l'instant tout en interne, ouais. OK, Hem Et on va continuer à faire encore plus en interne. ouais. Je pense qu'au début, si tu as pas la compétence, tu vois, si tu as pas mon associé, bon, bah, oui, tu fais appel à une agence, mais moi, je pense que
ça va être horrible ce que je veux dire, mais il y a aucune bonne situation où il faut faire une agence. Tu peux faire une agence sur des trucs très ponctuels. Tu vois, là, on a fait une campagne dans le métro et à la télé avec l'agence Social Club Paris. Super, les mecs sont pros. Ils ont fait un truc qu'on savait pas faire, mais c'est un besoin ponctuel. Si demain, on avait une stratégie de faire des campagnes dans le métro toute l'année, on internaliserait. Je pense qu'à partir du moment où c'est ton cœur business, où ça va être ton cœur business, et en vrai, performance marketing, ça sera tout le temps ton cœur business, la tech, ça sera ton cœur business, tu vois, bah, plus tard tu internalises et plus tu payes le prix, quoi. Ouais. Ouais, surtout que ça coûte plus cher de passer par des agences que d'internaliser. Ouais, alors au début, peut-être pas, mais en vrai, tu vois, là, ma meuf, elle lance sa marque de fringues, elle fait appel à des agences qui sont pas très chères, mais en vrai, l'agence, tu vois, elle te prend 2000 balles pour faire tes ads, t'es un bout de ficelle pour elle, elle gère les trucs à l'arrache. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est 2000 euros, donc c'est mieux que de payer un CDI, mais en fait, t'avances pas. Donc, comme t'avances pas, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je sais pas, je trouve que j'entends que les grandes marques fassent appel à des agences en permanence, mais sur les trucs cœur métier, je pense qu'il faut internaliser. Il faut vraiment se Ouais. donner l'effort d'internaliser. Mmh. Tu fais une app consumer comme Timeleft, il te faut du gros, c'est obligatoire. Au bout d'un moment, il te faudra de la tech. Tu vois, la tech, au début, nous, on a une agence qui nous a fait le low-code. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah non, il faut internaliser, quoi. On a fait peut-être 6 mois avec une agence. Et après, on s'est dit, OK, let's go, on internalise. Il y a un truc qui est intéressant sur les ads, OK, ça marche dans toutes les villes du monde, mais est-ce que c'est les mêmes ads que tu traduis ou le message ne est-ce que tu fais passer le même message marketing au Japon qu'à Paris, Non, qu'à Séoul, que donc ça, il y a un contrat non, et là le framework classique, c'est que donc, on produit d'abord nos ads pour le marché américain, parce que c'est là où tout se passe. Et donc, une fois que c'est produit pour le marché américain, bah, ça cascade sur les UK, l'Australie, voilà. Ça cascade aussi sur tous les anglophones à travers le monde. mmh, Donc, on fait des ads en anglais aussi en France, par exemple. ça, tu traduis ça? Bah, c'est les mêmes. En fait, C'est les c'est les mêmes? mêmes. En Oui, 2000. c'est les mêmes, c'est l'anglais. Ouais. Et puis en Australie, au UK et aux États-Unis, les gens se ressemblent. Hem, Après, on fait des ads pour les marchés forts. Donc, on fait la France, on fait l'Allemagne, on fait l'Espagne, on fait le Portugal, donc Lisbonne qui est aussi au Brésil. Et au début, on avait du mal à pénétrer un peu plus en profondeur et on s'est rendu compte qu'il fallait passer l'étape du dessus. Donc, c'est ce qu'on vient de faire là il y a un mois. On a créé une go-to-market team et eux, ils sont là pour localiser les contenus. Donc, en fait, bah oui, dans tes ads japonais, tu peux avoir la même créative, c'est-à-dire le même angle créatif, mais il faut que ça soit des gens qui ressemblent à des japonais, parce que sinon, en fait, ça marche pas, quoi. Ah oui, Il faut des gens qui comprennent les ads. Au début, on traduisait un peu à l'arrache et on donnait ça aux graphic designers. T'avais des mecs qui disaient, les gars, vous êtes bien gentils, mais le mot en japonais, là, vous l'avez coupé en deux et il veut plus rien dire. Et pour le designer, il se dit, bah en fait, si je le mets là, c'est mieux, tu vois. Sauf que comme il le lit pas, il peut pas savoir. Donc, ce qu'on appelle, c'est top to bottom et bottom up, c'est-à-dire qu'on a les meilleures campagnes qui cartonnent dans le monde sont localisées en interne et après on a des gens en interne, enfin dans les pays, qui nous créent des trucs spécialement pour le pays. Et quand incroyable. ça cartonne, on les remonte aussi au niveau international. OK. Est-ce que, là c'est drôle, tu donnes, l'exemple du Portugais et du Brésil. Je sais qu'il y a par exemple, genre il y a un sujet d'accent qui est ultra important, comme entre les US, et l'Australie aussi, en fonction de l'État spécifique. Il y a des sujets sur la partie accent ou pas forcément? C'est un truc, qui est à part? Bah, on a des gros budgets d'influence, donc on fait pas mal de UGC, pas mal de local influenceurs, donc c'est ceux-là qu'on utilise. Donc oui, il y a une différence entre le brésilien et le portugais. Donc généralement, quand on prend des UGC brésiliens, on va plutôt les utiliser à destination du Brésil. Après, il y a des Brésiliens au Portugal, donc en fait, tu diffuses tes ads, tu diffuses ton UGC brésilien, tu le diffuses au portugais, il marche, tu continues, il marche pas, tu cut l'ads. En fait, autant tester les trucs. Mais oui, il y a un petit enjeu, ouais. Après, Mmh. t'as 3 pays, bon, bah, vas-y, hein, y a pas enfin, fais 3 pays et là, quand on a 50, tu es obligé de faire des compromis, quoi. Tu peux Bien pas, sûr, bien sûr. ouais, Tu tu vois? fais la strat de tu sais quand tu as des ads, enfin Collaboration? ouais, de comme Ouais, Temu ouais. le fait avec tu fais ça ou pas? Ouais, bah, c'est ça qui nous a permis de monter 1 million d'abonnés en un an, hein. Ça cartonne, hein, c'est abusé. Tu sais quand tu as les créateurs qui postent sur leur compte, mais que tu as la Ouais, marque ouais, c'est une collab. ouais, se collab, Ch ouais. Ouais, 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 c'est bien. Bah, ça te permet, tu vois, à un moment, on devait peut-être avoir, je sais pas, 40 ou 50 UGC influenceurs par mois. Donc en fait, tu prenais les meilleurs, tu les acceptes en collab sur ta page. C'est bénef pour tout le monde. Le mec, il est super content. Des fois même, il peut te faire une réduc. Alors au début, non, mais maintenant qu'on est gros, les gens, ils sont en kiff quand ils finissent en collab, quoi. ouais, stylé. À quel point, le bouche à oreille, c'est important? Ça représente quoi? 30 de notre business est organique, à date. Mmh.
assez solide. Ça m'étonne pas. Ouais, ouais. Moi, je dirais qu'un vrai business solide, c'est quand tu es plutôt à 70% d'organique. C'est quand là, tu as un vrai, tu as du bouche à oreille, tu as du referral, tu as un effet réseau. Je pense que l'objectif, c'est d'arriver à ça. Euh, alors là, on est en phase de croissance forte et donc forcément, tu es un peu perfusé aux ads. Mais l'idée, ça serait d'inverser la tendance, qu'on réduise notre dépendance aux ads en dessous des 50% pour que plus de 50%. Quand je dis organique, c'est ton nouveau business. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle chez nous les nouveaux payeurs, en fait. Combien de pourcents de tes nouveaux payeurs viennent de l'organique versus le pay? Ouais. Et comment comment est-ce qu'à date, vous essayez d'optimiser, cette partie, referral et recommandations? En intégrant une équipe produit forte. J'ai dépoché il y a 3 mois la VP produit de chez Bumble, et donc on met en place, toutes ces features, toutes ces trucs qui permettent d'augmenter la rétention. Déjà, la rétention, ça te permet d'avoir des gens qui restent et donc de ne pas avoir à racheter en permanence des nouvelles personnes. On lance des nouvelles activités, on fait du buzz, on fait des articles de presse, enfin on fait tout ce qu'on peut, hein, tous les trucs classiques. On a une feature de referral là qui va sortir, dans 2 semaines où tu pourras, faire la promotion que tu vas à Timelapse sur ton Insta et tu pourras envoyer un code promo à tes potes, des trucs comme ça, tu vois? Ouais. Sur les réseaux sociaux, vous êtes forte? Vous êtes fort en organique? Les réseaux sociaux, c'est le truc le moins prioritaire de la boîte, donc on s'en occupe quasiment pas. C'est marrant, tu viens d'un média réseaux sociaux. Ouais, mais ça a pas comment dire? Moi, je pense que tu sous-estimes. C'est un concept Bah, viral, non? Enfin, moi, j'ai le nombre de vidéos que j'ai vues naturelles, que vous avez pas payées, hein. C'est: «Ah, une meuf qui cite pas Timelapse, tu vois? Mais: "Ah, aujourd'hui, je vais dîner avec, 5 inconnus"». parce qu'on l'a payé. Tu as dit quoi? C'est une question de trade-off, tu peux pas tout faire et je préfère et on a un débat parce que moi je suis tout le temps sur LinkedIn et notre LinkedIn il est pas animé, ça me rend ouf et Adrien moi aussi, mais mec on s'en fout du LinkedIn. Mais je dis: «Ouais, mais je suis dessus tous les jours, je le vois, on pourrait poster trop de trucs». Il fait: «Tu préfères que je fasse ça ou je fasse des ads?» Je fais: «Ah non, OK, fais des ads» Et les et autres? donc tu vois? Et on a, depuis que quelques mois seulement, on est une social media manager qui poste de temps en temps sur notre Insta. On a 1,2 million, on a un Insta à faire pâlir, n'importe quelle app, B2C et on n'a jamais vraiment rien fait. C'est juste qu'on a fait cette stratégie de collab qui a bien fonctionné, qu'en fait, on bombarde en ads à travers les pays, donc les gens, ils deviennent fans de nous et puis on a créé une sorte de mouvement. Mais demain, on aurait 2 millions d'abonnés sur Insta, je pense pas qu'on ferait 2 fois plus de chiffre d'affaires. Ça, ouais. Mais quand même, les réseaux, c'est puissant, Ouais, aujourd'hui. mais en fait, je pense que quand tu te lances et que tu as 10 000 abonnés sur Insta, OK, d'accord. Mais quand tu te lances, non, et quand tu es timeleft maintenant, que les gens, tu sais, les gens, ce qu'ils font, enfin, tu dois le faire, hein. Tu découvres un truc sur Insta ou sur internet, tu fais quoi? Tu vas checker l'Insta, tu regardes si le truc, il est legit. Que tu aies 1 million ou 1,5 million ou 2 millions d'abonnés, franchement, Non, non, je te parle pas de ça, je te parle le trafic que tu achètes en organique, en ads, tu peux, avoir, si tu vois, ce que fait par exemple Duolingo où tu as plein d'apps, tu vois? Enfin Duolingo, c'est monstrueux ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, tu vois? C'est impressionnant leur strat, tu vois? Ouais, c'est trop fort. Sur TikTok et tout, c'est Ils ont abusé, 15 c'est de abusé. TikTok dans 15 pays qui fonctionnent dans les 15 pays. Ils ont c'est pas les mêmes contenus en plus, ils ont des équipes de content dans chaque non mais c'est la strat. ouais, mais c'est pareil, il faut voir où ils en sont. C'est une boîte qui fait des milliards, Bien tu sûr, vois? bien sûr, bien sûr. Step by step. Aux 40 Heu, 000 b par an. Montre-moi, où ils étaient Duolingo, à la deuxième année et on verra, tu vois? 100%, 100%. C'est quoi ton pays qui marche le mieux? Les US? Ville, US. ville. À ville, c'est, Paris, ensuite c'est New York et ensuite c'est Taipei. Taipei? Ouais. On est un Sérieux? phénomène là-bas. On remplit des C'est rooftops, fou il y a ça! notre logo sur le mur et tout ça, c'est ouf. Mais et tu as une explication? Pénétration forte dès le début, effet de mode, tu sais, c'est comme, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est quand Tinder a débarqué en France, c'est le truc hype, tu vois? Et je pense que Timeleft dans ces pays-là, c'est la boîte, européenne, c'est un peu hype. Hem Et il y a pas de concurrents, ils souffrent de la solitude, je pense même plus qu'ici, donc non, non, ouais. Ouais, c'est fou là-bas. Timeless, Ouais. OK, incroyable. Trop stylé. C'est quoi les gros enjeux, genre les trucs compliqués à gérer, au quotidien? Parce que, enfin, évidemment, là, on en parle comme ça et tu donnes la vision du CEO, mais ça doit être une usine et ça doit être une putain d'usine à gaz. C'est quoi les trucs compliqués à gérer? Qu'est-ce qui est compliqué? Quels sont les vrais enjeux qu'on voit peut-être pas comme ça, mais qui, en interne demandent vraiment du temps et sont complexes, quoi? La dernière fois, on m'a demandé c'était quoi le job d'un CEO et pour moi, je résume le job de CEO à un seul truc, c'est d'y croire. En fait, mon job, c'est d'y croire
et de croire que ça va marcher, de croire qu'on a fait les bons recrutements, de croire que c'est la bonne direction, de croire qu'il faut faire ci ou il faut faire ça. Et donc, c'est usant de ouf. En fait, c'est usant. C'est usant. Tu as des jours, tu n'as pas envie d'y croire. Tu as des jours, tu te dis, mais en fait, j'en ai plein le cul, qu'est-ce que je fais là? Donc, y croire, c'est fatigant. Et l'autre chose, c'est en tant que CEO, moi, j'ai 10 direct reports, qui sont les 10 leaders de la société. Et donc, mon job, c'est de faire en sorte qu'ils collaborent. Et franchement, des fois, c'est chaud. De faire en sorte que tu vois, que l'équipe tienne, que ça collabore bien, que ça soit aligné. Et c'est ça qui me demande le plus d'énergie. Euh, et en troisième, je dirais, ouais, c'est des stades, donc de 0 à 100 salariés, c'est un stade. Ensuite, là, on est en train d'entrer dans un nouveau stade. Et donc, ouais, c'est pas facile tous les jours. Et Minibus, c'était sympa, hein, mais Minibus, c'était pareil, 100 salariés, mais ça faisait à peine 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et que des gens en France sur un marché français. Donc, si tu veux, là, je suis un peu dans l'inconnu depuis quelques mois quand même. J'ai jamais fait aussi bien, j'ai jamais fait aussi haut. Et donc, j'essaie de me faire accompagner. Mais ouais, il y a des petits moments, tu l'as, ça, ouais, tu te lèves le matin, tu te dis, bon, va falloir y aller, hein. Mais overall, tu te sens comment? Tu fier, tu satisfait, tu en paix avec ce que tu as produit? Il y a des trucs sur lesquels tu te ronges, des décisions que tu regrettes? Non, non, je suis en paix. J'ai eu la chance de vendre ma précédente boîte, de me rendre compte que c'est pas l'argent qui est mon plus grand drive. Là, j'ai la chance d'avoir une boîte internationale sur un super timing, sur un truc qui fait sens. Je le vois que mes parents, ils l'utilisent, ils kiffent. Ma cousine l'utilise, elle kiffe. Quand tu vas dans la Ça, rue. c'est Enfin, chiant, mais ça, c'est et puis il y énorme, a un ça. truc aussi qui, moi, me fait un bien de ouf, c'est que je suis fier de ma startup dans le sens où quand j'en parle aux gens, les gens ils disent: «Ah, je comprends. Ah, c'est simple et ah, franchement, c'est chambé». Franchement, à chaque fois que j'en parle, les gens ils disent: «Ah, mais c'est chambé». Ça, c'est pas sans vouloir être méchant, c'est pas un dropshipping ou un truc de SaaS AI pour optimiser le top funnel de ta app. On fait un truc simple, les gars. On crée des espaces dans les villes pour que les gens ils se rencontrent. C'est tout ce qu'on fait. Et là, les gens ils te disent: bah, franchement, il faut plus de trucs comme vous. Et je te jure, des fois, j'ai des messages de vieux, de jeunes qui me disent: franchement, qu'est-ce que vous faites? C'est tellement bien. Heureusement que vous êtes là. Bah, quand t'as ça, mec, ça t'aide Mais un peu plus à te lever le matin, qu'est-ce quoi. que c'est dur de créer une boîte rentable comme ça, en fait, c'est ça le truc. C'est Mmh. que là où il y a de la renta, c'est quand il y a des gros points de douleur B2B où tu peux enfin, tu vois, c'est là le truc, c'est qu'en fait, trouver une idée qui est à la fois, entre gros guillemets, «aussi simple», mais qui peut quand même être profitable, frérot, Ouais, mais ça regarde, relève de l'impossible je te presque. donne un contre-exemple. Un pain point qui fait 5 milliards dans l'industrie qui pèse 5 milliards, c'est le dating. Le dating, c'est 5 milliards entre Tinder, Match, Hinge et Bumble. C'est un pain Mmh point mh. dans la vie des Ouais, mais va consommateurs sortir qui est une la app ren- va sortir une app de dating aujourd'hui, frérot. Vas-y. Non, une aide de dating, non, mais demain, je pense que Tamlef pourra faire 1 milliard de chiffre d'affaires parce que le pain qu'on. En fait, tu dis, il faut un pain côté B2B, mais on résout un pain côté B2C. Oui, Les voilà, gens, donc les, tu as les été gens le se sentent Tinder mal. sur ce marché-là, tu as été le Mais justement, premier. c'est ça que je trouve extrêmement compliqué. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur le marché B2B, je trouve qu'il y a beaucoup plus de causalité entre pain points et argent disponible dans une entreprise. Du côté B2C, nous, par exemple, genre, on vend beaucoup de formations. On connaît les pain points du B2C, mais il y a beaucoup de pain points qui sont pas causaux ou qui sont pas corrélés avec le fait de: «Je vais investir de l'argent», tu vois? Et toi, tu as trouvé Oui, un sweet spot dans lequel les gens sont prêts à payer pour ça. mais si Ça tu qui est prends dingue. une pyramide des pain points, on va dire, le premier, c'est sécurité, dormir, manger, faire l'amour et Maslow. avoir des humains. La formation, mec, je suis désolé, mais c'est pas une top priorité dans la tête des gens. Et donc, Ouais, mais par exemple, quand c'est formation pour apprendre à faire de l'argent et réussir à avoir une maison et un confort de vie qui est cohérent, là, on descend tout en bas de la pyramide et c'est un truc qui est valable, ouais, tu c'est vois? pas pareil. C'est pas tout à fait. Demain, tu as quelqu'un qui a pas de logement, il sera prêt, tu vois, à être très focus et à mettre beaucoup d'énergie pour avoir son logement. Là, toi, tu lui vends une possibilité, c'est pas la même chose. Mmh. Je pense que, je sais pas, je pense que le dating a créé un marché monstrueux. Je pense que la solitude, le besoin de connexion humaine au sens large va être le prochain gros marché. Et Mmh. moi, je pense Surtout qu'on est que les bien gens, ils placé. en ont enfin, le nombre des gens, ils en ont marre des apps de rencontre, hein. La vérité, Ils en ont marre du digital tout court. Enfin, le nombre de concepts qui se lancent pour aller s'isoler dans des cabanes, pour faire des retraites sans téléphone, tout ça, je Ouais, pense 100. que. mmh. Mais moi, je le vois, je sais pas si vous arrivez, mais des fois, je m'insulte, je suis dans le canapé et je me dis, putain, ça fait une demi-heure, je suis sur Insta. Franchement, t'es une merde, Max. Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ou en fait, je sais pas si vous arrive, des fois, tu veux faire un truc et tu chopes ton téléphone, t'as oublié ce que tu voulais faire dans. Enfin, on est quand même. Ouais, ouais, C'est flippant, hein. ouais.
Ah, tu te sens pas bien quand il se passe ça, tu dis: «Putain, mais attends, je suis arrivé au niveau où j'ai ouvert le téléphone de manière automatique, j'ai aucune putain d'idée de ce que je voulais faire dessus». Ah, ça fait Mmh. flipper, ouais. Ouais. Bien sûr. Donc bon, Et Ça encore, roule. toi, tu as 40 piges. Enfin, nous, tu vois, en étant, plus jeunes, je veux dire, notre nouvelle génération, c'est encore, enfin, nous, c'est dramatique ce qui se passe, c'est dramatique, tu vois? Non, mais les petits jeunes là, Ouais, c'est et puis encore, la génération d'en dessous, là, les gamins qui ont 7 8 ans aujourd'hui, ah ouais, bah, c'est on des verra mecs, bien, ouais, c'est sûr, on est de je sais pas plus ce en que ça plus, va donner. Ouais et en plus, ils croient que enfin, avec le contenu le plus visible sur l'entrepreneuriat, c'est trading, argent facile, tu sais, c'est le contenu le plus viral, tu vois? Du coup, ils sont barbotés à ça tout le temps, tu vois? Non, c'est ce qui arrive, c'est grave. ouais. trop stylé, trop, trop stylé. Écoute, Dernière trop bien. question? Est-ce que je ouais, ouais, dernière petite question, puis après on va te laisser. Hem, alors, c'est quoi les next steps? Qu'est-ce qui va se passer? What's up? Enfin, là, sur, les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi les objectifs? Hem, le truc qui m'excite pour, dans les prochains jours, dans 15 jours, on lance le running club, donc pour courir avec des inconnus. Ça cartonne ça. On l'a pré-testé cet été à Paris, ça cartonne, donc on va le déployer à Paris, puis ensuite dans les grandes villes. Donc, Putain, tous les trop samedis, smart. tu pourras courir, par groupe de 6 inconnus. Donc ça m'excite pas mal. Et on est en train de travailler sur une feature digitale. Donc, pour l'instant, Timeless, c'est un produit que tu ne peux consommer que dans la vraie vie. Donc, il faut que tu sois à Paris et que tu ailles au restaurant pour consommer Timeless. Et je pense qu'il y a un marché, plus grand que ça et donc on est en train de réfléchir à un truc qu'on est en train de développer là, qui sera dans l'app, et qui te permettra d'avoir une sorte de valeur, je peux pas trop en dire ce que c'est, mais sans que tu aies forcément besoin de faire l'expérience in real life. En gros, ça serait un truc à faire avant l'expérience in real life, qui fait qu'on pourra adresser, je pense, plus de monde. Hem, Parce qu'en gros, tu vois, on est dans 10 villes en France, donc potentiellement, on touche, je sais pas, peut-être 7 8 millions de Français. Je pense qu'il y a au moins 50 millions de Français qui souffrent de solitude et donc on est en train de réfléchir à comment faire un concept qui n'est pas seulement limité aux villes où on est, mais qui est accessible à tout le monde et ça, on va le lancer en Q1. Je suis assez pump, par l'idée, donc je vous dirai. Trop solide, merveilleux. Et du coup, pour qu'on puisse te libérer, est-ce que tu veux conclure par un truc, une bouteille à la mer, une phrase, un truc qui t'inspire? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça, c'était trop stylé. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose? Ouais, le premier truc qui me vient en tête par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que et pour ceux qui nous écoutent, l'empre moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies entre le sport et l'entrepreneuriat et les gens comprennent quand tu regardes une vidéo d'Usain Bolt, tu as pas envie d'être Usain Bolt demain. Quand tu renvoies une vidéo d'un champion olympique, tu as pas envie d'être lui demain. Il t'inspire, mais tu sais. Et sur internet, il faut arrêter de penser que tous les entrepreneurs, ils ont commencé et ils ont tous fait 10 millions la première année, ils sont tous successful. Je pense que quand vous vous êtes inspiré par un entrepreneur, essayez d'aller diguer sur quoi il a commencé, quels ont été ses premiers pas. Et donc, ça va réduire la pression. En vrai, moi, j'ai commencé à 18 ans, je gagnais mes premiers contrats, je sais pas, c'était 500 balles, quoi. Et donc, je trouve qu'on oublie souvent ce phénomène que l'entrepreneuriat, c'est une longue journée. Faut arrêter de croire qu'en un an, tu vas revendre ta boîte et tu vas trader de la crypto à 2 millions par an. Non, c'est pas vrai. Et ça commence doucement. Et donc, juste détendez-vous. Pensez à faire un premier pas vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faites un side project, créez un site, faites un peu de Lovable, je sais pas quoi. Faites juste un tout petit truc. Mais si vous faites un tout Mmh. petit truc un peu tous les jours, au bout d'un moment, vous serez entrepreneur. Ah oui, super important. Il n'y a personne sur cette terre qui est né entrepreneur. On est tous devenus entrepreneurs. Ça n'existe pas de. Il y a, pas genre, il y a pas un ADN, genre, ouais. Non, tu as été conforté dans ta vie par ta famille, par tous les trucs qui font que peut-être, voilà. Mais on devient entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur. Trop stylé. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup de nous avoir regardés. Pensez à liker, vous abonner, commenter évidemment. Si vous voulez checker, si vous voulez essayer TimeLeft, on pourra mettre un petit lien en bas, un truc, mais bon, si t'as pas forcément. Oh, on crache jamais sur des nouveaux Timeleft.com. clients, remarque. On te mettra ça juste en dessous. Et puis merci beaucoup, on se dit à très vite dans Merci. Open Source. See you there. Ciao.